Bienvenue pour cette plongée rapide au cœur de l'électricité. On a ici pas mal de documents, des articles, des notes, et l'idée c'est d'en tirer l'essentiel. Comprendre ce phénomène, quoi, qui est partout, de l'infiniment petit jusqu'à notre quotidien hyper connecté. C'est quand même fou de penser que tout ça, ça part de l'atome, de particules invisibles. Les sources le rappellent bien, noyau positif, électrons négatifs autour. Mais le point vraiment clé, c'est cette histoire d'électrons libres, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. C'est vraiment là que tout se joue. Dans certains matériaux, les conducteurs, comme les métaux par exemple, eh bien certains électrons sont, disons, peu attachés à leur atome. Ils peuvent bouger assez facilement, passer d'un atome à l'autre. C'est ce mouvement-là qui va créer le courant électrique. Alors que les isolants, eux, ils retiennent leurs électrons bien plus forts. D'accord, donc ce flot d'électrons qui bougent ensemble, c'est ça le courant électrique. On le mesure en ampères, c'est ça. Les sources parlent souvent de débit d'eau dans un tuyau pour l'image, c'est assez parlant. Oui, c'est une bonne analogie. Ça aide à visualiser. Mais l'eau, elle ne coule pas toute seule. Il faut bien une pression. Et bien pour les électrons, cette pression, cette force qui les pousse, c'est la tension électrique. On parle aussi de différence de potentiel. Et ça se mesure en volts. Sans tension, même dans le meilleur conducteur du monde, il n'y a pas de courant. Logique. Oui, logique. Et puis il y a la résistance, mesurée en ohms. Là, les documents soulignent un truc intéressant, ce n'est pas juste un frein, en fait. Un obstacle. Exactement. C'est ça qui est contre-intuitif peut-être. La résistance, oui, elle limite le courant, elle le freine. Mais c'est aussi grâce à cette résistance, à cette friction électrique, si on veut, que l'énergie électrique se transforme en chaleur, par exemple dans un grille-pain, ou en lumière dans les anciennes ampoules à filaments. Donc la résistance, ce n'est pas juste un défaut, c'est même un outil indispensable pour utiliser l'électricité. Ah oui, d'accord, je vois mieux. Super intéressant. Et comment tout ça s'articule? Courant, tension, résistance. Les sources mentionnent des lois, la loi d'Ohm, des relations avec la puissance en watts, l'énergie en joules. Ça peut sembler un peu abstrait, non? Ben, en fait, c'est un système très logique, très cohérent. On peut le voir comme ça. La tension, V, c'est la force qui pousse. Le courant, I, c'est le débit qui en résulte. Et la résistance, R, c'est l'obstacle. La loi d'Ohm, V égale IR, dit simplement que le débit est proportionnel à la force et inversement proportionnel à l'obstacle. Logique, hein? Mhm. Et la puissance P égale V fois I, c'est en quelque sorte la vitesse à laquelle l'énergie est consommée ou transférée. Et l'énergie E égale P fois T, c'est la puissance multipliée par le temps. C'est la quantité totale. Ces relations, elles forment la base pour tout concevoir, tout contrôler en électricité. Pour que ce soit plus concret, on a l'exemple de la pile dans nos notes. Comment ça fonctionne une pile au juste? Ce n'est pas juste une petite réserve d'électricité? Non, pas tout à fait. Une pile, ça ne stocke pas l'électricité directement. C'est un convertisseur d'énergie. Elle stocke de l'énergie chimique. Et par des réactions chimiques bien précises, des réactions d'oxydoréduction, elle transforme cette énergie chimique en énergie électrique. Ça crée une tension entre ces bornes, l'anode et la cathode, et c'est cette tension qui va pouvoir pousser les électrons dans un circuit qu'on y branche. D'accord, d'accord. Donc il faut un circuit pour utiliser cette électricité. C'est la fameuse boucle fermée, hein. Une source, comme la pile, des fils conducteurs, et un appareil, un récepteur, une lampe, par exemple, qui va utiliser l'énergie. Et l'interrupteur, c'est juste pour ouvrir ou fermer le circuit, contrôler le passage. Voilà, ça c'est le circuit de base. Mais aujourd'hui, bien sûr, les circuits électroniques sont beaucoup plus complexes. Ils utilisent toute une panoplie de composants spécifiques. On peut les voir un peu comme des vannes, des réservoirs, des régulateurs miniatures pour l'électricité. Les résistances pour doser le courant, les condensateurs qui stockent un peu de charge temporairement, les diodes qui sont comme des clapets anti-retour, elles laissent passer le courant que dans un sens, et puis les transistors qui sont essentiels, ils agissent comme des interrupteurs commandés ou des amplificateurs. Ce sont vraiment les briques de base de toute notre technologie moderne, de nos ordinateurs, de nos téléphones. D'accord, donc si on essaye de synthétiser tout ça, l'électricité, ça part vraiment de l'atome, du mouvement de ces électrons libres, c'est régi par des lois claires, tension, courant, résistance, et on arrive à maîtriser tout ça grâce au circuit, du plus simple au plus sophistiqué avec les composants électroniques. C'est à peu près ça l'essentiel qu'on a tiré de nos sources. C'est une excellente synthèse, oui, tout à fait.
Et cette maîtrise, comme le soulignent bien plusieurs documents, elle est absolument partout maintenant. L'éclairage, nos appareils ménagers, l'informatique, les communications, l'industrie, les transports aussi avec les véhicules électriques, les trains, et même le médical, des équipements vitaux, c'est aussi au cœur de la transition énergétique, bien sûr. Voilà donc un bon aperçu des points clés issus de cette exploration rapide. Et pour finir, peut-être une petite question pour la réflexion, soulevée d'ailleurs par une des sources. C'est assez fascinant, hein. Le signal électrique, l'information vas-y démarre, il se propage dans un fil quasiment à la vitesse de la lumière. Pourtant, les électrons eux-mêmes, les porteurs de charge, y dérivent très très lentement. On parle de quelques millimètres par seconde, parfois moins. Alors comment on concilie cette vitesse quasi instantanée du signal avec la dérive extrêmement lente des électrons? Et comment ça influence la conception de nos systèmes de communication ou de calcul qui demandent une rapidité extrême? Ça laisse matière à réfléchir sur la nature de ce phénomène qu'on croit si bien connaître.